Bonjour à tous, bienvenue pour cet nouvel épisode de Fort Maximum. Très heureux de vous retrouver. On est à Toulouse aujourd'hui et on a très hâte de vous présenter nos invités. Mais avant, bonjour Edouard. Salut Hugo. Ça va ? Écoute, en pleine forme, dans la belle ville rose. Ouais. Franchement. Pluvieuse, mais belle ville rose quand même. C'est clair, on a amené la Bretagne à Toulouse, en fait, c'est ça. Puis non, en pleine forme, des invités de qualité qu'on va présenter sans plus attendre. On a le plaisir d'avoir Frédéric. Enchanté. De Touch2See. Absolument, directeur. Et Olivier de Hypercut. Et je vais vous laisser vous présenter alors. Qui souhaite décider? Vas-y, je t'en prie. C'est pour moi. Ok. C'est pour toi. Donc je m'appelle Olivier, je suis le CTO de Hypercut. Hypercut, c'est une entreprise qu'on a développée à deux dans un premier temps il y a 4 ans. On a donc développé une housse de sacs de boxe pour rendre les sacs de boxe interactifs. Voilà, et donc ça fait donc 4 ans qu'on travaille sur le projet et ça fait 2 ans qu'on a réellement constitué l'entreprise et qu'on a commencé à commercialiser notre produit. Voilà. Canon, super. Donc on a la chance aujourd'hui, on a 2 CTO, Frédéric. Absolument. Du coup, Frédéric Génalé, directeur technique aussi chez Touch2See, chez qui on développe une solution qui permet aux déficients visuels de pouvoir suivre les événements sportifs par le biais du toucher. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On est implanté à Toulouse. Alors on a de super retours. Puis je serais vraiment content de plus vous en parler dans la suite du podcast. On va passer à un peu à notre échauffement. Je trouve c'est déjà bien échauffé hors cam. Mais on va passer à l'échauffement. C'est les 10 questions d'Edouard. Donc je vais laisser Edouard vous expliquer un peu le principe. Tout à fait. Donc c'est l'échauffement, c'est un peu la brise-glace. Là aujourd'hui je suis un peu... je vous ai personnalisé en fait, c'est-à-dire que j'ai des questions pour Hypercut et j'ai des questions pour Touch2See. Vous allez me dire un chiffre entre 1 et 10 et en fonction en fait des questions derrière, c'est la question qui viendra et du coup voilà, qui souhaite c'est clair. Ah ben cette fois-ci. Allez, je commence. Je vais te demander le 4 s'il te plaît. Quelle rencontre a fait basculer le projet Touch2See? Ah, super intéressant. Donc je vais remettre un petit peu le contexte. Donc le projet a commencé il y a environ 3 ans. À l'époque, je sortais juste de la fac, donc j'étais diplômé vraiment tout frais. Et je me suis mis à travailler en freelance. Donc je travaillais en freelance. J'avais aussi un petit projet de mon côté qui n'avait vraiment rien à voir avec le sport. Je me suis inscrit dans ce contexte-là à l'incubateur à la fac de Toulouse. Vraiment, c'était le tout début du projet. Et il se trouve qu'il se passait pas grand-chose à cet incubateur-là, mais il y avait un groupe, il y avait beaucoup d'échanges quand même. C'était vraiment intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Arthur, du coup, qui est le fondateur. Yes. Donc on a commencé à échanger tout ça. Donc on commençait un petit peu en étant freelance, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire les premiers POC, voilà, vraiment tester. Et donc vraiment c'était le tout début du projet qui est vraiment une rencontre qui a finalement bien, je sais pas comment j'y ai contribué, mais en tout cas ça a bien marqué le projet en tout cas. D'accord, ok. Donc c'est la première rencontre en fait entre je dirais parce que lui, absolument, ouais, absolument. Lui, il a une approche plutôt technique aussi ou Arthur, il a une approche multicasquette, ouais. Il touche à beaucoup de choses. Alors technique, pour le coup, c'est moi qui me suis récupéré cette mission-là parce que bon, je suis pleinement du coup disposé à travailler dans ce domaine-là. Okay. Arthur s'occupe vraiment de la partie plutôt business, vraiment supervision de l'ensemble de la structure. Moi, je suis vraiment concentré sur cette partie technique-là. Olivier? Oui, je sais pas, le 8, très bien. Quel est le client qui t'a le plus touché et pourquoi? C'est un client, alors ça pourrait être le premier, ça pourrait être... C'est compliqué parce que on a un produit qui est très transversal, qui s'adresse à beaucoup de marchés différents, que ce soit la boxe performance, comme l'handibox ou le fitness, etc. Il y a une rencontre ou un client qui nous a particulièrement touché, c'est au Levallois Sporting Club. C'est un club de boxe qui fait faire de l'handibox, donc de la boxe pour les handicapés. Okay. Et j'avoue, alors en fait, c'est pas moi qui l'ai vécu. Je vais vous raconter la petite anecdote, c'était génial. C'est pas moi qui l'ai vécu. À l'époque, on avait donc 2 collaborateurs qui étaient des grands gaillards, boxeurs,
fitnesseurs, vraiment des gros costauds, et qui sont allés sur Paris pour faire une tournée pour présenter notre produit, etc. C'était il y a 2 ans. Et donc on avait dans la liste des prospects ou en tout cas des clients potentiels, on avait le Levallois Sporting Club, et c'était Thierry Maroudin, qui est alors ça je peux le citer parce que c'est un bel homme, une belle personne, et donc il a pris notre produit et il a fait boxer donc les élèves sur notre sac, enfin sur leur sac mais sur notre housse. Et en fait, les garçons, quand ils ont vu ça, ils sont sortis, ils avaient les yeux rouges. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que notre produit avait pris une autre dimension. C'était plus le produit pour faire boxer, pour comment dire, amener des compétiteurs à un certain niveau. C'était plus un produit pour mesurer une performance. C'était un produit qui permettait à des gens de se révéler dans une discipline qui, pour eux, était presque inaccessible. Ouais. Voilà. Donc c'est une vraie révélation d'une partie de notre business. Voilà. Ok. C'est vraiment une très belle histoire. Ouais. T'en vois du lourd. Hein, bravo. Et ça arrive souvent, ça, des clubs plus handisport, de plus en plus. Oui, et quand je suis arrivé tout à l'heure, je te racontais l'anecdote d'hier en Lozère. En fait, on était hier dans un centre de rééducation ou d'accueil pour les enfants handicapés. Alors c'est un centre qui accueille des enfants qui sont atteints de Prader-Willi. Prader-Willi, c'est une maladie liée à l'ADN. Oui. D'accord. Et qui est génétique, et qui en fait provoque beaucoup de symptômes chez les enfants, comme par exemple un problème de nutrition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la sensation de satiété et donc ils ont toujours tendance à manger. Et donc ce centre les accueille pour essayer de les réguler, pour leur apprendre des codes pour la nutrition correcte, on va dire, voilà, maîtrisée. Et donc hier, on a fait boxer des jeunes enfants qui sont atteints de ce syndrome-là, qui étaient en surpoids pour certains et qui étaient en déficience mentale pour d'autres. Et là, c'est pareil. En fait, on s'aperçoit que le produit, il est en phase avec ce genre de choses. Donc voilà. Donc en fait, on est en train d'ouvrir une porte, on est en train d'ouvrir presque la boîte de Pandore, j'aurais tendance à dire, parce que c'est vraiment un secteur sur lequel on a vraiment envie de se développer, un peu comme vous finalement. Là, ça rejoint un petit peu votre ADN. Hein. Ouais, c'est cool de voir en fait que d'une idée en fait la trajectoire que prend un projet en fait de la dimension et de toucher en fait encore plus de personnes, je trouve ça génial. Si on regarde bien, c'est toute la c'est tout l'intérêt d'une start-up. On part d'un projet, on va s'adresser à un marché, et puis qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que le marché n'est pas exactement comme on l'avait pensé, et en fait, je discutais avec un Américain qui est un grand entrepreneur aussi, qui était un peu dans la boxe, et qui me disait, on doit s'adapter au marché, on doit prendre la forme du marché. Il faut pas tordre le marché, il faut prendre sa forme. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Au quotidien, on a un marché qui se présente, on va proposer quelque chose. On était convaincu que ça allait matcher, et puis après on s'aperçoit que dans les détails, il faut retoucher un petit peu et s'adapter. En fait. Voilà. C'est ce qui fait l'intérêt. Un autre chiffre, s'il te plaît, Frédéric. Le 2, s'il te plaît. Quelle émotion vous a traversé le jour où votre technologie a été utilisée pour la première fois par un utilisateur malvoyant? Oui, dans les émotions. D'accord. Ouais. C'est mieux maintenant. Je vais essayer de faire mieux. C'est qu'il y a beaucoup d'émotions différentes pour ça. Alors la première fois qu'on l'a distribué à un déficient visuel, je saurais pas te dire exactement. Je peux te dire la première fois où on a réussi à tout mettre en place, mais en fait avant de la distribuer à quelqu'un, il a fallu qu'on soit sûr quand même que ça fonctionne bien. Bien sûr. Mais ce que je peux vous raconter, une anecdote vraiment qui était horrible pour nous, dont on parle encore. Okay. C'était du coup vraiment au lancement du projet, vraiment 2 ans, en mois de décembre, je sais plus exactement. Dans mon esprit, c'était aux alentours de Noël, donc c'était dans cette période-là. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Ah ouais, c'était horrible. On avait nos premiers protos, alors c'était vraiment imprimé en 3D, vraiment à la route. On était dans un incubateur, enfin dans un studio de coworking, et on était là en train de monter nos tablettes et tout, vraiment.
2-3 heures avant le jour de l'événement, enfin 2-3 heures avant l'événement, on avait invité une dizaine de déficients visuels dans un bar pour qu'ils puissent tester. Donc il y avait un match, je me rappelle plus ce que c'était, mais il y avait un match. Et donc on les avait invités pour qu'ils viennent tester un peu en avant-première la tablette et tout. Ils étaient vraiment hyper hypés. Nous, on l'était beaucoup moins. On s'est rendu compte que rien ne fonctionnait. Enfin, c'était une catastrophe. On s'est pointé avec, je sais pas, quelques tablettes. Il n'y en avait aucune ne marchait. Bref, c'était une catastrophe. Bon, depuis, on a évolué et tout ça, ça va beaucoup mieux. Que bon, ça, c'était un événement qui était quand même hyper fort. Et après, la première fois que ça a marché, c'était au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, à Marseille. Superstar et tout. Enfin, vraiment, l'ambiance était vraiment folle. Et en plus, il y a plein de petites briques, tu vois. Donc, concrètement, on utilise de la donnée sportive pour déplacer le curseur qui va représenter le ballon. Et il y avait des petites briques qu'on avait testées séparément, mais on n'avait jamais vu une tablette marcher avec de données sportives en live dans un stade. Et vraiment, je me rappelle, quand on a vu la tablette bouger, on était mais bouche bée devant ça. Enfin, on n'y croyait pas, quoi. Alors que ça faisait des mois qu'on bossait dessus. On n'y croyait pas, et puis voilà, les retours. Alors, c'est vrai que le produit a beaucoup évolué, donc dans les premières versions, c'était peut-être pas parfait. Donc l'expérience qu'ils ont eue, je pense qu'elle était vraiment bonne, mais on a encore à l'heure actuelle, vraiment dans énormément de déploiements, des nouveaux utilisateurs qui utilisent maintenant une version qui est infiniment mieux que la première. Et qui ont vraiment une super expérience. Donc, je saurais pas me rappeler vraiment d'un moment où ça s'est passé, parce qu'en fait, en pratiquant l'open innovation, on est amené à tester la tablette vraiment très 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 souvent. Il y a eu des centaines de versions différentes. Donc, il n'y a pas eu un moment où rien ne marchait, un moment où tout marchait. C'est vraiment progressif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on se déploie, les gens sont vraiment super contents et qu'on a des super retours. Ouais, ça se ressent, toi, enfin, je l'ai vu un petit peu à travers vos réseaux, en fait, sur, par exemple, le match France-Croatie, où derrière il y avait une personne qui était avec le partenaire avec Volkswagen, où derrière il y avait une personne qui est journaliste en fait pour les personnes qui sont déficients visuellement. J'ai vu aussi également l'expérience après avec Clermont. Peut-être que derrière cette expérience à Clermont, je sais que t'étais présent. J'étais présent là, oui. Donc du coup, tu vois, je sais pas si les personnes, par exemple, c'était une première pour eux, ou est-ce qu'il y en avait déjà Il y en a certains qui avaient déjà eu l'occasion de tester la tablette, notamment un. Et après les autres, non, ce sont quand même très généralement des nouvelles personnes qui les testent, parce que voilà, un stade est grand. Il y a beaucoup de brassage de personnes, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui testent la solution, parce que aussi les gens ne peuvent pas forcément se permettre d'aller au stade, d'aller voir des matchs tout le temps, toutes les semaines, voilà. Donc voilà, ça brasse, mais les gens sont super contents, et puis ça se passe toujours très bien. Donc, d'accord. Vous avez le sentiment d'avoir répondu à un besoin, ou en tout cas de faire vivre une émotion, je veux dire, comme tu l'as dit, des stades comme le Vélodrome où il y a une ambiance de folie. Bon, je suis pas objectif. Tu vois, j'ai donné le bon exemple. Alors, j'ai touché le doigt dans ville. T'as bien regardé les épisodes avant de Fort Maximum, c'est pour ça, Frédéric. Mais c'est vrai que on a des super retours. Voilà, les gens sont très contents. Et après, le marché, il se fait parce qu'en fait, rien n'existe. Dans ce qu'on fait, ça n'existe pas. Donc c'est à nous après de voir comment est-ce qu'on se place, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc comme j'ai dit, on récupère beaucoup de feedback des utilisateurs, parce que on n'est pas atteint de cécité, donc on est qui en fait pour apporter des changements sur la tablette, tu vois. Donc voilà, on récupère des choses bêtes, mais la couleur des curseurs par exemple. Ils nous disent peut-être en changeant de couleur, quelque chose de plus fluo, machin. Et on les écoute, et puis on fait les changements, et puis les prochains qui testent la tablette auront des curseurs différents, et puis pourront nous dire si c'était un bon changement ou pas. Quand tu parles d'open innovation, c'est ça, c'est le fait de faire tester l'appli. Ouais, absolument. Ok, d'accord. On leur fait tester, et tous les déploiements, il y a quasiment des changements. On rajoute de l'audio sur certains. C'est en constante évolution. On change les protocoles et tout ça, donc voilà, c'est vrai que c'est en constante évolution, parce que en fait, nous, on n'est pas concernés par ce genre de problème-là. La tablette, si on la teste, c'est en fermant les yeux, mais ça n'est pas du tout représentatif de. Je veux dire, une personne qui est non-voyant a développé forcément des sens totalement différents, même au toucher. Avec lui, il a au niveau des autres sens en fait derrière. Absolument. Donc non, c'est quelque chose qu'on se disait aussi en échangeant avec eux, c'est que j'ai été surpris d'ailleurs, mais assez peu finalement de déficients visuels lisent le braille. En tout cas, des retours que j'ai eu moi, concrètement, ils utilisent leur téléphone, quoi, comme tout le monde. C'est tellement plus pratique que de lire du braille, donc notamment les jeunes générations. Alors après, c'est moi de ce que j'en ai compris, mais les jeunes générations
même les nôtres, sont vraiment, ils utilisent leur téléphone et ils ne savent pas lire le braille. Sympa. Ça va, hein. Oui, ça va. Moi, j'ai une question, je peux? Oui. Ouais, vas-y. Pour la protection intellectuelle, comment vous avez fait? Parce que vu que vous êtes les seuls sur le marché à faire ça, Ouais. comment vous le vivez, Eh ben, cette écoute, partie-là du business? déjà, on a des brevets qui nous permettent de protéger la solution. D'accord. Et ensuite, on a quand même, c'est assez important, mais il y a beaucoup de contacts aussi dans ce genre de milieu-là. On n'arrive pas au PSG en toquant à la porte et en donnant des tablettes, quoi. bien sûr. Il y a beaucoup de bouche à oreille, ça fonctionne comme ça, hein. Donc on a en fait toute cette avance-là, de lien avec les différents clubs, Ouais. qui est, pour le coup, voilà, qui nous permet de nous démarquer un petit peu et de prendre un temps d'avance en fait sur les potentiels concurrents. Donc, vous jouez surtout sur le timing, quoi. Des brevets Et le timing. et le timing. Ok, pardon. Non, mais je t'en prie. Au contraire, hein. C'est quoi? On pourrait faire les questions d'Olivier et d'Edouard, il n'y a pas de souci. Changer de place et... Tu es dans ma place si tu... Je le ferai plus. Au contraire, on est là, on est en échange et c'est cool. Hein, donc franchement, c'est une parmi bonne question. Ouais, quand on a une innovation inédite, quoi, c'est intéressant. Ça change tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, on est confronté quand on travaille avec justement du hard et soft et avec des pays étrangers, les approches sont pas du tout les mêmes. Nous, par exemple, en France, on va beaucoup se protéger, on va poser des brevets, on va protéger les marques, etc. On va faire signer des NDA, on va essayer de protéger au maximum notre idée. Vous passez l'Atlantique, non, je te signe pas de NDA. Ah ouais. Tu l'as vécu tout ça? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais t'es bien de croire. Ouais, c'est dingue. Ouais, bah puis après, je pense qu'effectivement, vous êtes un petit peu plus avancé aussi sur le marché américain, qui est vraiment. Enfin, on dit souvent, en tout cas je dirais dans l'écosystème des startups, que le marché américain, c'est totalement différent de ce qui se passe en Europe. Et en Asie, en fait. Ouais, culturellement parlant, c'est vraiment très différent. Même en Asie, ils signent un NDA sans problème. Oui. Et ils posent aucune question. Alors après, on sait pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que culturellement, ça les choque pas. Bien sûr. Alors qu'aux États-Unis, ils ont pas du tout envie de signer un NDA. Bon, après, on s'adapte. C'est comme le marché, on s'adapte. Encore une fois, on s'adapte. Yes. Du coup, Olivier, Mais le 7. dans 10 ans, Ouais. de quoi seriez-vous le plus fier? Je dirais vous, parce que vous êtes deux dans l'aventure, hein, parce que vous êtes deux cofondateurs. Il y a Marilyn et toi qui avez démarré cette activité. Donc du coup, dans 10 ans, c'est quoi votre... Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est pas la première entreprise qu'on monte. C'est pas la première aventure entrepreneuriale. Ça fait 22 ans qu'on monte des boîtes avec Marilyn. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, t'as vu? J'ai regardé un petit peu. Donc on était surtout dans le service informatique avant. On faisait du service aux entreprises. Voilà, on a fait pas mal de choses. Et on a monté cette boîte parce que on a eu un coup de cœur. Voilà, on s'est dit là on va s'éclater. Et c'est vrai, on s'éclate. C'est vraiment top. De quoi on pourrait être fier dans 10 ans? J'aurais tendance à dire la réussite du produit. Pas la réussite, comme on dit, je dirais pas de l'entreprise où on n'est pas dans du cash là, on n'est pas dans du financier, on est dans la réussite de l'entreprise, dans la réussite du produit. On parle en ce moment avec pas mal de VC et de business angel, et souvent la question revient en disant mais quelle est votre stratégie d'exit, etc. Bon, ok. Qui veulent, oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du cash. C'est normal, c'est normal. Bien sûr, mais nous, avec nos bagages, avec notre histoire, avec Marilyn, souvent on se dit, nous ce qu'on veut c'est que le produit réussisse. Je veux dire, à la limite, si on doit céder une partie de l'entreprise parce que il faut passer par là pour la faire grandir, la faire exploser, faisons-le. Parce que finalement l'idée c'est quoi? C'est pas de mettre le produit au service de l'entrepreneur, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous on est là pour développer l'entreprise. On n'est pas là pour en profiter. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut, en tout cas qu'on voit les choses. Donc pour répondre à ta question, j'aurais tendance à dire le plus important c'est que le produit s'éclate. Okay. Voilà. Et puis nous, si on arrive à en avoir les fruits, ça sera très bien. Et puis sinon, le plus important, encore une fois, c'est que ce produit se développe au maximum pour que finalement tout le monde puisse en profiter parce que c'est un très beau produit. Eh ben, écoute, merci. Très bien. Frédéric. Le 5, s'il te plaît. Quelle a été votre plus grande fierté d'équipe
depuis le début de l'aventure avec Touch2C? Parce que vous êtes Ouais, nombreux, en ouais, plus c'est déjà, je pense que difficile. tu peux... Ouais, bien sûr. Vous êtes Donc, 10, ouais. on a commencé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Maintenant, on est 10, 5 salariés en CDI. Ok. Et du coup 5 alternants qui nous accompagnent voilà, dans tout un tas de sujets. Voilà. Ok. Et alors, ceux dont on est le plus fier, alors c'est difficile à dire. Ah, je réfléchis, hein. C'est pas évident. Prends le temps. Bref, en fait, finalement, je pense qu'il n'y a pas un événement marquant qui ferait qu'on est fier, mais je pense qu'on est fier dans les déploiements qu'on fait vraiment au quotidien, entre guillemets, quoi. Des retours qu'on a, de voir les gens qui sont presque choqués, en fait, de voir ça pour la première fois, que ce soit les déficients visuels qui l'utilisent, ou même les spectateurs, parce qu'on arrive dans les stades avec des grandes valises. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est? Et puis quand on les distribue, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qu'on voit facilement, Totalement. que les gens ils comprennent tout de suite l'intérêt, parce que c'est écrit dessus, c'est dessiné dessus, ils voient le ballon, donc ils disent waouh, mais ça existe ça, c'est génial. Et vraiment, c'est vrai que ils sont vraiment super reconnaissants. Les déficients visuels ils le sont Bien sûr. bien sûr, mais voilà tous ces gens qui voient ça et qui sont Ok. Et même, on voit ça sur les réseaux, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop sur les réseaux jusqu'à présent, mais là, Amy et toute l'équipe, Touch aussi, bossent là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit les commentaires, les gens sont super contents, sont vraiment épatés. Donc, ça rend fier, c'est vrai que c'est quelque chose qui Canon. est chouette. C'est un truc qu'on ressent au final, pareil pour Hypercute. En fait, c'est le produit. Là, quand tu parles, en fait, on sent pas le fait de fierté business, enfin fierté financière et tout. C'est vraiment la fierté de juste le produit. Ouais, Il bien sûr. plaît et il marche et encore plus, quand on a des exemples où on aide des personnes qui ont peut-être des handicaps, des choses comme ça. Bien sûr. C'est le produit avant tout parce que c'est répondre à un vrai besoin quotidien. Donc, Oui, absolument. ça, Et c'est vrai que ces milieux-là, malheureusement, le milieu dans lequel on est, de l'handicap, de l'accessibilité, c'est pas des milieux qui ont énormément d'argent. Donc en fait, c'est vrai que quand on s'est lancé dans le projet, on s'est bien mis d'accord sur le fait que c'est pas un projet, on fait pas ça pour gagner de l'argent, quoi. Vraiment, c'est un projet avant tout social. Vraiment, enfin, moi je suis pas fan de sport, Arthur non plus. C'est vrai qu'après on se retrouve. Non, mais c'est marrant. C'est dommage, hein. Non mais c'est dommage, oui et non, parce qu'en fait derrière, moi je trouve que au-delà du sport, en fait, c'est l'émotion en fait que vous arrivez à faire vivre à ces personnes-là, en fait, qui ont pas forcément, en fait, qui ont moins de possibilités qu'un être humain normal. Bien sûr. Et derrière, de leur donner cette opportunité, je trouve que c'est encore plus beau, et que tu sois passionné de sport Bien ou sûr. pas, ça va en fait, plus loin que derrière le sport. ça va. Ouais, bien Ça, sûr. on est vraiment dans une démarche Bien sûr. beaucoup plus forte, en fait. Ouais. Et on a cet aspect-là, c'est assez marrant parce que on a des gens dans l'équipe qui adorent le sport et ils se retrouvent au déploiement avec, ils sont trop contents parce que c'est leur équipe qui joue. Mais alors, en fonction du score de leur équipe, Ouais. vraiment, des fois, ils nous reviennent le lendemain, ils font la tronche et tout parce que leur équipe a perdu, tu vois. Ah oui, d'accord. Son C'est pas égal. parce Alors- que les déploiements étaient bien, c'est parce Bah, que les pas bien. C'est dans leur sang, tu vois, c'est dans leur sang, on n'est plus rien. Alors que nous, franchement, avec Arthur, ça nous arrivait vraiment d'être dos vraiment au stade. Stadier, quoi. C'est vraiment, Dos au stade, sur l'ordi, au milieu du stade ou assis en tribune sur l'ordi, tu vois, en train de taffer. Ça nous, vraiment, c'est assez drôle à voir, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. J'imagine devant France-Croatie, l'émotion, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est la folie, quand même. La finale de la Coupe de Monde du rugby, on était sur les valises en train de manger des chips sur l'ordi, enfin. Vraiment, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Non, mais c'est chouette. Et puis, Olivier, dernière question pour clôturer. La 3, je l'ai dit, la 3? Non, je l'ai pas dit. Non, Quelle phrase ou citation t'a plus marqué dans la vie? En plus, dans ta vie, puisque t'as une vie d'entrepreneur. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Oh là là, il y en a des tonnes. Laquelle je pourrais vous donner, là? T'as pas une autre question? Allez, je peux te... Si, Laisse-tu nous sortir la citation au cours de l'épisode. Ouais, j'ai réfléchi. Donne-moi un autre Je chiffre. sais pas, la 2, très bien. Quel a été le plus grand moment de vulnérabilité et comment vous l'avez surmonté? Avec le projet Hypercute, bien sûr. Le plus grand moment de vulnérabilité, il y en a eu. Il y en a eu et il y en a encore, forcément. On est en pleine construction, donc il y en a assez régulièrement, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entreprise. La plus grande vulnérabilité... Je pense, toi, t'en as parlé un petit peu, mais notamment autour de la protection des brevets, de la technologie, quand même. Ouais, ça peut être ça, en effet. C'est vrai, tu as raison. C'est une... Parce que
Aujourd'hui, comme tu l'as dit, au début, votre projet, c'est pas un projet financier, vous n'êtes pas là Non. pour gagner du cash. Absolument. Vous avez déjà entrepris, vous avez déjà, je Ouais. pense. Et derrière, quand on est entrepreneur, là où on se retrouve vulnérable, Ouais. c'est surtout quand on est dans un produit où on est technique, où il y a de la Ouais. technologie, en Ouais. fait. Derrière, quand on voit, je sais pas, Et c'est en fait maintenant que tu me mets un petit peu sur la piste, la vulnérabilité la plus importante pour moi, parce que je suis technicien, c'est la non maîtrise technique. C'est-à-dire que dans notre projet, on a développé beaucoup de choses en interne qu'après on a transmis pour que ce soit fabriqué, etc. Et il y a un pan de notre activité qu'on a fait développer, c'est-à-dire l'application mobile, qui permet de se connecter au sac pour pouvoir après piloter, relever de la data, etc. Et en fait, un des grands moments de solitude technique que j'ai pu avoir, c'est quand en fait on a transmis le cahier des charges à la boîte pour le développement de l'appli et que comment dire, l'aspect technique m'a échappé parce que je ne suis pas compétent sur le sujet et que notre postulat de départ, quand on a développé ou quand on a démarré le produit, le projet, l'entreprise, on s'est dit on va s'entourer que de professionnels sur chacun des segments dont on a besoin. La carte électronique, l'application, le textile, les capteurs, etc., etc. Donc chacun a son domaine de prédilection. Le marketing, la communication, les brevets, etc. Donc ça bouffe un cash, pardon pour l'expression, un truc de dingue. Un autre moment de solitude d'ailleurs. Et le fait de transposer la charge, la responsabilité à des spécialistes de chacun des secteurs, c'est très bien. Ça met beaucoup en confiance, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait la capacité de juger, qu'on ait la capacité de maîtriser, de challenger, etc. Et c'est vrai que donc sur la partie logiciel, application mobile, ça a été un peu compliqué parce que on avait 100% confiance à notre partenaire, pas de problème. Néanmoins, la dérive budgétaire, elle arrive vite. Parce que le conseiller n'est pas le payeur, en voilà une, hein, qui est quand même pas mal. Et donc, je vois totalement ce que tu veux dire. Et donc en effet, eh bien, dans certains cas, comment trancher, comment arbitrer? Est-ce qu'on arbitre plutôt dans le sens du conseil? Est-ce qu'on arbitre dans le sens comment dire, du sentiment qu'on peut avoir, de l'évaluation qu'on fait personnellement? Une évaluation personnelle et qui n'est pas en phase avec une réalité, une compétence, puisqu'on ne l'a pas. Mais voilà, ça fait partie des moments un peu compliqués où on se dit quelle est la bonne décision à prendre. Mais bon, c'est le lot de tous les chefs d'entreprise, je veux dire. Voilà. Oui. Quand on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes pour les intégrer à l'équipe, ça marche pas. Au bout de 3 mois, 6 mois, ça marche pas. Comment on fait? Est-ce qu'on fait faire des formations? Est-ce qu'on pousse le bouchon? Est-ce que on remet une pièce dans le bourrin, comme disait l'autre? Ou est-ce que on se sépare? Tout ça, c'est des situations compliquées. De toute façon, je pense qu'en tant que CTO, ce qui peut-être va caractériser aussi, c'est genre l'éternelle remise en question, quoi, de ton produit. Absolument, ouais. L'éternel Tout à fait. questionnement sur est-ce que mon produit répond bien aux besoins, qu'est-ce que je peux améliorer. Exactement. Quand on rentre dans les trucs très tech, en plus, il y a tellement de champs de possibilités qu'en même temps, il y a tellement de questions, du coup, ça multiplie les questions. Ah, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on va privilégier le visuel? Est-ce qu'on va privilégier le technique? Est-ce qu'on va mettre plus d'options, moins d'options? Enfin bon, souvent on dit le plus important c'est que ce soit simple et que en appuyant sur un bouton ça fasse tout. Mais sauf qu'un bouton ne peut pas tout faire. Donc voilà, c'est faire des choix. Ouais, absolument, ça me parle très bien. Voilà. Et donc en fait, suite à cet événement, parce que en fait notre produit, si je peux faire juste un petit focus, notre produit s'adresse à plusieurs marchés. On a dit que notre ADN c'était la boxe. Moi je viens de la boxe française, donc pied-point. Et donc on a conçu ce produit à travers une expérience personnelle, j'aurais tendance à dire. Mais on l'a fait pour la boxe performance. Donc une application boxe performance, on a de la data, on mesure des performances, des évolutions, etc. Bon. Mais après est venu le fitness. Et le fitness nous a dit, nous, on voudrait faire la même chose, mais un device et tous les sacs connectés, jusqu'à 10 sacs connectés. Ok. Mais nous, on n'était pas prêts à remettre de l'argent pour redévelopper un truc et tout. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en interne. Et là, j'ai pris ma cape de CTO et d'ingénieur. Et en fait, on a développé en interne. Et ça a été beaucoup plus simple. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais pour moi, intellectuellement, c'était plus simple.
Ouais. Parce que en fait j'étais sur la maîtrise. Compliqué dans le sens où c'est difficile parce qu'on n'est pas une équipe de 10 ingénieurs, donc difficile de se challenger, etc. Mais on se challenge auprès du finalement du client qui est sur le terrain ou des remontées terrain qu'on peut avoir. Donc voilà, en fait on a essayé on a vécu 2 expériences très différentes, très opposées sur la partie technique et développement uniquement, qui sont très complémentaires et qui pour moi sont 2 réussites parce qu'on a atteint l'objectif. C'est pas parce que voilà, on a atteint l'objectif, c'est bien. Dans un sens, quand on n'a pas la maîtrise et qu'on est ingénieur, c'est compliqué à vivre, mais c'est super confortable. C'est chouette. Mais après, des fois, quand t'as des problèmes, des choses comme ça, et que c'est pas toi qui as mis les mains dans le cambouis, tu sais pas trop par où en fait tirer la corde pour voir d'où ça vient. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est, je comprends tout à fait. C'est clair que oui, tu passes derrière où tu dois mettre, tu dois reprendre quelque chose. Ouais, bien sûr. Quand t'as pas démarré le projet et que t'arrives et que tu arrives en cours et tu dois, c'est demande forcément. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Puis en fait, c'est tellement vaste la tech que tu peux pas être savoir développer des applis, faire des cartes électroniques. Enfin, physiquement, c'est pas possible d'être expert dans tous ces domaines-là. C'est sûr. Donc si tu te récupères une API de quoi faire une application Android, je suis pas sûr que tu sois capable en fait de pouvoir tout faire. Ouais, absolument, de dépanner et tout ça. C'est vrai que c'est pas facile. Écoutez, merci pour cet échauffement. J'espère que vous êtes bien chaud maintenant. Voilà, c'est bon. On va pouvoir passer à la première mi-temps alors. C'est ça.